PCF et la gueudreau. On va parler de tout ça parce que, il y a eu une sorte de buzz, bad buzz, de quelqu'un qui est, haut placé, à l'UEC, à l'Union des étudiants, communistes et qui est aussi au MJCF et qui a fait ressortir en fait certains, avis, du, PCF, donc sur la question, des, psychotropes, des drogues, de tout ça, quoi. Et on avait envie d'en parler, on avait envie de faire une analyse marxiste aussi, pour comprendre pourquoi est-ce que, le PCF a cet avis-là qui paraît être un avis assez loin, en fait, du reste, de la gauche radicale sur, cette question. Alors, du coup, je vais commencer peut-être par vous lire un petit peu, l'avis en question, sinon vous allez, rien comprendre. Donc je vais me retrouver ici et puis après on va se retrouver avec, Position Revue et avec Docteur Zoé pour voir tout ça. Donc c'était, Léna Ro. Léna Ro, c'est, donc comme je vous disais, secrétaire nationale de, l'Union des étudiants et étudiantes communistes, qui est aussi au MJCF et qui répondait en gros, à Antoine Léaumont: «Non Antoine, les addictions aux stupéfiants ne seront jamais une, émancipation. C'est un fléau contre lequel nous devons, lutter pour le bien de notre génération. Les jeunes demandent l'accès aux études et à un emploi digne, pas d'être contraints au deal». Antoine Léaumont qui disait juste qu'il fallait légaliser le cannabis, hein, qui disait pas, l'addiction au cannabis c'est génial. Mais elle avait répondu ça, elle avait pris un assez gros, bad buzz. Antoine Léaumont avait répondu: «Pardon, mais à quel moment ai-je dit cela? Je dis précisément qu'il faut des politiques de prévention. L'alcool est une drogue bien plus morbide que le cannabis. On combat sa consommation par la prévention. C'est, efficace, la consommation baisse». Elle avait fait tout un fil pour expliquer pourquoi est-ce qu'en fait, bah, voilà, c'était pas bien, la drogue et que c'était pour ça que, en gros, il ne fallait, pas légaliser et elle rappelait, texte à l'appui, la position du MJCF que je ne connaissais pas, qui disait, au MJCF, «On ne pense pas que la légalisation du cannabis soit la solution pour lutter contre ces méfaits. D'abord parce que ceux qui prétendent que légalisation égale baisse de la consommation ou du trafic mentent». Et bref, je vais pas tout vous lire, vous irez voir si vous voulez, mais on va parler de tout ça avec, Zoé et Chris de Position Revue pour pouvoir, mieux l'analyser. Comment ça va, Zoé et Chris? Salut, bah écoutez, ça va, hein, on va parler de Gueudreau, ça va être intéressant. Chris, il va nous faire une ana il va m'expliquer au PCF, le et au MJCF, leur positionnement sur la Gueudreau, hein, c'est ça Chris? C'est ça, salut. Bon, on va essayer de leur dire, comme qui ils pensent, comme le reste des classes sociales, enfin des PCS et où ils se trouvent dans la partie, en termes de dynamique sociale, est-ce qu'ils sont plutôt réactionnaires, conservateurs, progressistes? On va regarder, quoi. On va Mmh. regarder sur le graphique. Si vous n'avez pas vu le graphique, allez voir les capsules sur le graphique. On en a fait une, qui s'appelle, la carte des QI de gauche, version marxiste, le graphique de Position Revue et puis on en a fait une autre, qui, n'a pas encore de titre parce que là on est en plein live, on vient de la tourner où en gros, on marexplique le graphique à, Zoé, qui, n'avait évidemment pas compris parce que voilà, étant donné, que c'est une femme et en plus blonde, elle met du temps à Très comprendre tout ce J'atteins, qui est un peu j'atteins. maths, quoi. Sinon Tout on ce y qui est un sera peu maths. encore. Voilà. Allez, Très je difficile, t'attends. très difficile. Oui, c'est Heureusement, vrai. j'ai de très bons pédagogues, heureusement, hein, parce que sinon, déjà, bon, il y a une meuf dans l'équipe, c'est quand même un peu bizarre, non? Pour des gens qui font du contenu, politique sur internet, alors en plus, Ah, ça c'est la société, qui nous oblige, le wokisme, à faire des quotas. On en a exactement. beaucoup discuté avec Padu. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Mais bon, voilà. Au final, on est assez content de l'intérimaire. Qu'est-ce que tu en penses, Padu? Ça Ouais, fonctionne? ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein, ça permet, de faire passer des idées, réactionnaires et masculinistes, avec quelqu'un, tu vois, qui instille comme ça le poison, vers, les plus jeunes et les femmes parce que les femmes, ça parle aux jeunes aussi d'ailleurs, j'ai appris ça. Exactement, dans la capsule d'avant. Bon, en tout cas, avant de faire une analyse de la position du PCF et de la comparer, au corps électoral français et de voir un peu, de qui il se rapproche, parce que ça, on va dire que c'est une question plutôt stratégique sur la question des substances psychoactives. Moi, j'aimerais commencer, avec, ma petite casquette de docteur, n'est-ce pas? Et parler un peu des psychotropes,
de l'addiction et des conséquences de la prohibition sur le bien-être des êtres humains. Car j'espère, mais je pense, hein, que ce soit nos camarades du MJCF ou nous ici, notre objectif quand on parle de politique de la Gueudreau, c'est pas de tenir une règle morale de ce qu'est la bonne vie, etc., mais que les êtres humains puissent être le plus heureux possible dans leur vie et s'épanouir et faire des choses qui leur font plaisir et aller bien. Donc, je vais essayer de faire très rapide. Dans le trade de Lénaro, on l'a pas dit en détail, mais elle dit énormément de choses sur le cannabis qui sont scientifiquement fausses, notamment le fait que ça rend schizophrène, notamment le fait que voilà. Donc très rapidement. Déjà, quand on parle de drogue, il faut savoir de quoi on parle parce qu'en fait, si on parle de substances psychoactives, on parle de plein de choses différentes. Certaines sont légales et d'autres pas. Par exemple, le café est un psychoactif, le LSD aussi, les médicaments comme les benzodiazépines le sont, le cannabis l'est, l'alcool l'est, l'héroïne l'est, et cetera. Vous avez bien compris que dans toutes ces, substances psychoactives, elles vont pas du tout avoir ni les mêmes effets, ni les mêmes risques, et le fait qu'elles soient, légales ou pas n'est pas corrélé à leur dangerosité. Alors, il y a 4 substances les 4 substances qui sont les plus dangereuses en termes de risque pour soi-même et pour les autres, c'est l'héroïne, le crack, la meth et l'alcool. Et je vous donne cet exemple-là pour bien comprendre que l'alcool, en fait, est une des substances psychoactives les plus dangereuses qui existent, que ce soit en risque de devenir dépendant, que ce soit en risque pour soi-même, pour la santé, et cetera, que ce soit en termes de risque pour la collectivité, les accidents de la route, les violences que ça peut engendrer, les violences sexuelles, et cetera, et cetera. Pourtant, c'est pas ce que Et dit donc, Yannick Noder, hein, notre ministre de ce la n'est pas Santé. ce que dit Yannick Noder, ce n'est pas non plus ce que dit une grande partie, en fait, des personnes. Tout ça pour bien expliquer que la légalité d'un produit n'est pas corrélée à sa dangerosité. Le champignon hallucinogène, bon, peut être une expérience, extrêmement, intense, voire, violente si on n'y est pas, préparé, si on les prend à un moment où on n'est pas bien dans sa vie et cetera. Néanmoins, en termes de risque d'addiction, de risque de soi-même et de risque pour la société, il est nettement, nettement, nettement moins dangereux que l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'il faut, voilà, en prendre n'importe comment, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des faits scientifiques avérés. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce que vous consommez un produit que vous êtes forcément, dépendant à ce produit. La majorité des usagers de substances psychoactives, quelles qu'elles soient, sont des usagers, qui ne sont pas dépendants à la substance. Il y a des gens qui expérimentent l'héroïne et qui ne sont pas dépendants à l'héroïne. C'est même la majorité des gens. Les gens qui vont devenir addicts à l'héroïne en la goûtant, c'est 20 à 30. Alors c'est énorme, hein, c'est une chance sur 3 de devenir dépendant, c'est énorme, mais c'est pas la majorité. Il reste 60 à 70% des gens qui essayent et qui ne deviennent pas addicts. Et puis, Euh, d'entendre, il y a un énorme biais. C'est le fait aussi que les gens qui essayent, c'est quand même une population très particulière. Tu vois, tout le monde n'essaie pas l'héroïne. Donc, il y a déjà un biais, je pense, qui fait que c'est peut-être des gens qui ont plus tendance à avoir peut-être des penchants addicts quand tu testes ce genre de molécules. Tout à fait. Et ensuite, l'addiction, on a toujours l'impression que c'est uniquement lié à la substance, mais en fait, c'est pas uniquement lié à la substance, il y a 3 choses. Il y a, des gens, des données individuelles. Il y a des gens qui vont avoir tendance à être plus addicts que d'autres, qui ont des prédispositions génétiques et cetera, qui rendent plus facilement addicts. Il y a, la substance elle-même, bien sûr, il y a, l'environnement, dans lequel on est. Quand vous êtes dans un environnement social défavorable, avec de la grande précarité, des problèmes de logement, vous vivez dans de la violence, vous avez un travail, qui est, brutal pour votre esprit ou pour votre corps. Il y a plein de gens qui consomment des psychoactifs, par exemple pour pouvoir supporter leur travail ou les douleurs liées à leur travail ou pour pouvoir, se détendre après leur travail parce que leur travail leur fait du mal et donc ils utilisent des psychoactifs pour pouvoir se calmer. Voilà, il y a l'environnement dans lequel vous êtes va énormément jouer sur, le fait de devenir addict ou pas, c'est-à-dire de passer de l'usage à la dépendance. Une fois qu'on a dit tout ça, heu, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens consomment. Heu, Dire que c'est que l'un ou que l'autre, c'est complètement débile. Les gens ne consomment pas uniquement pour se faire plaisir. Il y a plein de gens qui vont consommer différents types de psychoactifs, par exemple pour être plus performants au travail.
Il y a des gens, par exemple, qui consomment de la cocaïne dans le milieu de la restauration pour être très performants. Il y a des gens qui vont consommer du cannabis parce qu'ils ont un stress post-traumatique qui fait qu'ils font des cauchemars toutes les nuits et que du coup, le cannabis leur coupe les rêves et c'est plus pratique pour eux de dormir sans avoir des flashs des incestes qu'ils ont vécu quand ils avaient 5 ans. Il y a des gens qui vont prendre de l'alcool en soirée pour aller contre leur anxiété sociale et pour oser aller parler à des gens. Bref, voilà, l'utilisation des psychotropes, elle est multiple, elle est très diverse d'une personne à l'autre et d'un produit à l'autre et d'un contexte de vie à l'autre. Une fois qu'on a dit tout ça, la question est, est-ce que la prohibition est efficace pour se centrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que les gens soient en bonne santé, aillent bien dans leur vie et n'embêtent pas les autres, soient bien dans le collectif aussi au sein de la société. La prohibition a tout un tas d'effets qui sont extrêmement délétères. Alors, sur le fait que la légalisation fait augmenter la dépendance et la consommation, alors a priori, euh, non, enfin, on n'a pas de données qui montreraient ça. Dans les pays qui ont eu des expériences de légalisation, on voit une augmentation dans les études de l'usage. Alors ça, c'est toujours difficile de savoir parce qu'il y a peut-être un biais, c'est-à-dire des gens, quand on leur pose la question: «Est-ce que vous consommez du cannabis?» Si c'est illégal, ils répondent: «Non», mais à partir du moment alors que c'était le cas et à partir du moment où c'est légalisé, ils disent: «Bah oui, j'en consomme». Donc il peut y avoir un effet, si vous voulez, au moment de la légalisation, d'augmentation de la déclaration d'usage et de consommation. En termes de dépendance, alors le Portugal notamment a fait, l'expérience de dépénaliser, un certain nombre de produits. Alors c'est une dépénalisation partielle, hein, ce qu'on voit, c'est plutôt un effet bénéfique, sur, les complications, liées, aux consommations de substances, particulièrement à l'héroïne. Le Portugal était dans une situation au début des années 2000 avec, des problèmes de dépendance à l'héroïne qui étaient extrêmement, extrêmement, extrêmement importants et donc avec tout un tas de problèmes, liés aux consommations, massives et pas bien gérées, par les consommateurs, notamment des risques d'overdose, des risques de transmission de maladies, et cetera. Et la dépénalisation a eu très nettement un effet sur la diminution de la mortalité, la diminution des transmissions de VIH, d'hépatite, et cetera. Là-dessus, l'effet a été extrêmement bénéfique. Et ça s'explique parce que c'est plus facile pour des structures de soins, par exemple, d'intervenir pour les patients pour qui c'est nécessaire. Parce qu'encore une fois, il y a des patients qui ont des usages qui ne leur posent pas de problème, enfin des gens. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est au monde médical de s'en occuper? A priori, peut-être pas. Mais pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement en addictologie, le fait que la substance soit légalisée, ça permet aux équipes soignantes d'avoir plus facilement accès, aux personnes et aux personnes d'avoir plus facilement accès aux soins, d'aller en parler à leurs soignants et cetera. Au-delà de ça, la prohibition a aussi un effet sur, des risques liés aux consommations elles-mêmes. En addictologie, on a complètement changé de paradigme par rapport aux années 70 où on était pour des sevrages, obligatoires en milieu hospitalier. On enfermait les gens pour les forcer à se sevrer, quel que soit le produit, mais particulièrement pour l'héroïne. On s'est rendu compte que c'était pas du tout efficace, pour faire arrêter les gens parce qu'en fait, dès qu'ils sortaient, ils reprenaient. Les expériences étaient très brutales pour les patients et cetera et donc maintenant, on est plutôt dans une approche de réduction des risques, c'est-à-dire, proposer un accompagnement pour les gens qui souhaitent complètement arrêter et les soutenir, dans leur projet d'abstinence, mais pour tout un tas de gens, qui n'ont pas forcément envie d'arrêter, les accompagner dans une consommation qui est raisonnée et qui pose le moins de risques possible. Alors pour l'héroïne, les gens connaissent souvent bien, les méthodes de réduction des risques. C'est par exemple le fait, de donner accès à des seringues propres pour ne pas se passer les seringues les uns les autres, pour éviter de se transmettre le sida, les hépatites et cetera. Mais ça peut être le fait, d'injecter d'une certaine manière pour, tester le produit avant, éviter de faire une overdose si le produit est plus dosé que d'habitude. Bref, là, je vous cite une toute petite partie, mais c'est vraiment une approche d'essayer de parler des consommations de manière neutre et de réfléchir aux moyens de consommer de la manière la plus sécure possible. Pour le cannabis, on vous mettra en description, j'ai fait un long entretien sur la chaîne de Marie Kigaï sur le cannabis en lui-même où on parle de tout. Est-ce que ça rend schizophrène, et cetera, et cetera, et cetera. Pour vous dire très rapidement, il y a pas, c'est pas le en l'état actuel des connaissances scientifiques qu'on a, il faut toujours être prudent et humble sur les connaissances scientifiques parce qu'on est toujours en évolution sur nos connaissances. Mais ce n'est pas à proprement parler le cannabis qui rend schizophrène, mais par contre les personnes qui ont, des facteurs de risque de schizophrénie ou une schizophrénie déjà déclarée peuvent décompenser à cause du cannabis. Ça peut être le cas pour d'autres, pathologies psychiques, la dépression, l'anxiété et cetera. À l'inverse, certaines personnes utilisent le cannabis pour traiter, des problèmes de santé mentale. Sur le fait que ça fait baisser le QI, c'est pas vrai, les études ont été répliquées. A priori, ça ne fait pas spécialement baisser le QI. Pareil, on verra dans les prochaines années si des études contredisent ces faits.
Les principaux risques du cannabis actuellement, ça reste quand même donc la conduite, comme toute substance psychoactive. Quand vous conduisez sous l'effet d'un produit, vous risquez d'avoir un accident. Et le fait de fumer, d'inhaler de la fumée en soi, que ce soit du cannabis, du tabac, etc., c'est dangereux pour la santé. Ça peut donner tout un tas de cancers et notamment de cancer du poumon. Et ça augmente le risque cardiovasculaire et donc le risque de faire des AVC, des infarctus, etc. Dans une approche de réduction des risques, par exemple, le fait de manger le cannabis est moins dangereux que le fait de le fumer. Je vous dis tout ça pour vous dire que l'approche prohibitionniste, l'approche, on va dire, très morale de il ne faut pas consommer de psychoactifs et c'est ça l'objectif d'une société communiste. J'ai envie de dire, citez-moi une seule société humaine qui n'utilise pas de psychoactifs. Je n'en connais pas. Oui, Ça mais fait des Roussel a dit milliers. on a le droit au vin, parce qu'un bon Oui. verre de vin, une bonne viande, c'est la tradition française. Et ben Ouais, moi, c'est je ça. pense Donc on a le droit à certains. au même titre que effectivement autant dire que le vin n'est jamais dangereux, etc., c'est une ineptie. Mais dire que boire un verre de rouge de temps en temps, c'est très grave et c'est déjà de l'alcoolisme et tout. Et puis qu'est-ce qu'on met derrière le mot alcoolisme? C'est tout aussi con. Et ben, au même titre que penser que quelqu'un qui va consommer du cannabis dans sa vie et qui par ailleurs va bien, c'est-à-dire fonctionne bien, se sent heureux dans sa vie, n'est pas en difficulté avec sa consommation, et son entourage n'en souffre pas. Bon, bah, c'est une vraie question de savoir, sur quel critère moral vous Moraux. mettez-vous pour décider que cette personne a un problème, quoi, et que du coup, il faut absolument qu'elle arrête. Je dis une toute dernière chose sur la prohibition. Le fait que, les substances psychoactives illégales, comme le cannabis par exemple, ne soient pas accessibles, par, le marché, on va dire, légal, fait que, bah, forcément, comme il y a toujours une demande en psychoactifs, même si on l'interdit, et ben ça crée des trafics illégaux et donc des dealers, des mafias, des narcotrafiquants, et cetera, et qui entraînent du coup, de la violence, avec, parfois des règlements de compte, mortels, et cetera, et ça, c'est intrinsèque à la prohibition. Vous n'allez pas acheter votre whisky sous le manteau à un gamin de 14 ans issu des quartiers populaires que vous avez contacté par WhatsApp, au coin d'une rue, parce que vous pouvez acheter votre whisky légalement. Si du jour au lendemain, on prohibait l'alcool, vous auriez des boucles WhatsApp avec des gamins de 14 ans des quartiers populaires, qui sont envoyés, livrer de l'alcool à tout un tas de personnes, sous le manteau, et donc ça, c'est clairement un effet de la prohibition, qui, bien sûr, va aller cibler de toute façon toujours les mêmes types de populations, les populations les plus précaires, les populations des quartiers populaires et particulièrement, les populations, des quartiers noirs et arabes. La guerre contre la drogue a un lien énorme avec les contrôles aux faciès, faits plus spécifiquement sur les jeunes garçons, noirs et arabes. Sur ces questions-là, je vous conseille aussi l'entretien que Fabrice Olivet de l'ASUD, Autosupport des usagers de drogue, qui est une association qui travaille notamment sur la réduction des risques. Fabrice Olivet, il a été invité chez Wissam il n'y a pas longtemps, si vous avez envie d'aller voir. Et il parle très bien de ça et c'est très intéressant, et notamment comment la guerre contre la drogue est en fait une guerre qui est instrumentalisée contre les classes populaires, contre particulièrement les quartiers populaires. Et c'est aussi une guerre raciale, hein, qui est menée. Voilà, j'ai essayé de condenser très rapidement, des choses qui demandent beaucoup de temps pour être développées, je suis désolée. On avait fait aussi une émission avec Zoé Dubus qui dure plus de 2 heures où on développe vraiment ça. Heu, je tiens aussi à dire que la production de substances psychoactives de manière légale par des entreprises privées comme au hasard des industries pharmaceutiques pose également problème. La crise des opioïdes aux États-Unis qui a tué un demi-million de personnes en une décennie, est une crise qui est arrivée par la prescription médicale, par corruption, d'une industrie envers les prescripteurs, envers les agences de contrôle, et cetera, et donc moi, je suis étonnée que, des militants communistes, de qui je suis a priori très proche idéologiquement, n'aient pas une réflexion, humaniste sur les usagers de drogue et on va dire, ni angéliste, parce que c'est pas vrai de dire que le cannabis c'est pas grave, et cetera, par exemple, si, il peut y avoir des risques, ni diabolisante, mais neutre, avec une approche pragmatique et humaniste des personnes qui consomment, et une organisation de soins, et cetera, qui est capable de faire face et de faire que ça se passe le mieux pour tout le monde. Mais en plus, qu'ils ne soient pas capables de se poser la question du circuit de production et de se dire, enfin, je sais pas, quand on est communiste et qu'on observe à quel point, quand ce sont des entités privées qui produisent les produits, que ça soit illégal ou légal, ça pose problème. Évidemment que la solution, c'est une collectivisation de la production, pour mieux la contrôler et pour que les produits soient de bonne qualité. Et que, du coup, on limite, les risques d'overdose, et cetera, et cetera. Bref, voilà, j'ai fini mon tunnel, je suis désolée. Bah non, Ouais, stop.
Cette étape, ouais. Donc, Moi, je vais dire peut-être quelques analyses aussi par rapport à ça, et puis on terminera par Chris et le graphique. Je voulais aussi revenir sur le fait que tu dis la privatisation et tout des industries des drogues et tout. Et justement, je voulais parler de Clouscar par rapport à ça, parce que tu vois, il y a le côté ouverture de nouveaux marchés, des drogues, du sexe, le flipper et le jean. Monsieur Ségala, hein, comment résister à votre hégémonie culturelle? C'est comme ça que Et non, c'est c'est vrai que je pense qu'au MJCF, les gens, notamment certaines personnes qui peuvent être un peu réactionnaires sur cette question-là, vont aller nous citer du Clouscar à gogo, alors que c'est pas vraiment ce qu'il dit. Et justement, il serait d'accord avec toi en disant que le problème, c'est l'ouverture d'un marché de la drogue, et de faire miroiter de la drogue à des gens, ou des stupéfiants, ou comme tu dis pendant la crise des opioïdes, de dire attendez, il y a ce médicament-là, ça c'est super, vous aurez pas mal et tout. Ça, c'est un vrai problème. Et que c'est différent de dire ça que de juger en tant que tel tout psychoactif, indépendamment de l'histoire, indépendamment de toute condition, comme le faisait cette dirigeante là de l'USC, là, les Naro. Par rapport à ça, moi je voulais leur citer un petit peu de Gramsci, parce que je pense que l'alcool, j'ai vu des gens du PCF dire ça, l'alcool c'est moins grave. Alors Gramsci, lui, il lit la lutte, parce que Gramsci, il écrit au moment où il va y avoir la prohibition et tout, et il voit le puritanisme en fait américain se mettre en place. Et il dit un truc assez intéressant, parce que toi, tu parlais de la lutte contre la drogue dans un côté racial, et je pense que c'est assez vrai aujourd'hui, il lutte contre les quartiers et tout. Et lui, il dit, bah, à l'époque, la lutte contre l'alcool, c'est aussi une lutte pour le productivisme des ouvriers, parce qu'il faut pas que les ouvriers ils picolent trop après le travail, parce que sinon ils sont plus en état. Et c'est dans le Découvrir Gramsci que je vous avais conseillé là pour Noël. On peut s'en lire un bout. C'est ainsi que la lutte contre l'alcool, le plus dangereux des agents de destruction des forces de travail, devient une fonction d'État. Il est possible que d'autres luttes puritaines deviennent fonction d'État si l'initiative privée des industriels se révèle insuffisante, et si une crise de moralité trop profonde se déchaîne dans les masses laborieuses, ce qui pourrait se produire à la suite d'une crise de chômage durable et étendue. Au problème de l'alcool est lié le problème sexuel. Et il y a aussi ce côté-là où il dit, voilà, en gros, on va nous dire l'alcool c'est pas bien, la dépravation sexuelle c'est pas bien, parce qu'on va considérer que ça fait des travailleurs qui sont moins efficaces. Et on retrouve aussi ça dans une partie du MJCF et du PCF, tu vois, ce côté où sur les questions de travail du sexe, ils vont être un peu, pas réactionnaires, tu vois, mais ils vont au lieu de dire, parce que moi je suis d'accord, dans une société communiste, on n'a pas besoin de vendre de vendre de la sexualité et de se retrouver forcé à avoir des relations sexuelles avec des gens parce qu'on est dans une société où il y a plus de travail, tu vois? Donc il y a pas de travail du sexe dans une société communiste parce qu'il y a pas de travail, tu vois? Mais eux, ils vont avoir tendance à taper un petit peu sur le travail du sexe en tant que tel de manière transhistorique, et pareil à taper sur la drogue en tant que telle de manière transhistorique, sans voir que ça peut être utilisé pour taper sur les quartiers ou les plus pauvres, quoi. Tu veux dire quelque Et chose, Chris? Désolé. excuse-moi, je voulais juste dire un tout petit truc. Et tu remarqueras, Padu, que dans leur réaction sur ces longs débats qui ont eu lieu sur la drogue avec les militants communistes, ils tiennent exactement le même discours que dénonce Gramsci pour l'efficacité de l'ouvrier au travail, mais eux, c'est pour l'efficacité du jeune pour la révolution. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ils disent ouais. on a besoin de jeunes qui se tiennent droit, tu vois, la Loïc Chéniaud un peu, et qui sont prêts pour la révolution. Alors vraiment, moi j'ai envie de vous poser la question, les camarades communistes, croyez-vous vraiment que les figures révolutionnaires historiques que vous adulez ne consommaient pas de psychotropes? Vraie question. Bref, vas-y, je te laisse, Chris. Non, mais moi je suis d'accord, et en plus, c'est ce que tu dis, c'est que c'est le côté sanitaire, le côté sain de la classe ouvrière, c'est vraiment, à un moment donné, ce qui a été construit par le stalinisme et cetera, par le parti communiste et tout, et ça a été aussi faut être clair, hein, un pont dans la période de crise avec des partis fascistes, c'est-à-dire des gens comme Doriot, qui sont partis du Parti communiste quand il a fait le PPF. Il y a plein de choses qu'il a reniées, mais cette idée de la classe ouvrière comme masse saine qui va reprendre le contrôle des appareils de production contre la dégénérescence bourgeoise. Et la dégénérescence, bah, j'ai dit tout à l'heure, voilà, mais là, du coup, au terme, comme tu l'as dit bien, Zoé, médical, dégénéré, tu vois, genre vraiment sur le plan racine,
voilà, ça existe quoi dans l'histoire à gauche, etc. De construire que en fait l'homosexualité était une pratique bourgeoise, était une pratique parce que c'est une pratique, et là on pourrait discuter de Kluskar, etc. Mais une pratique purement récréative. Et donc comme c'est l'oisif qui lui ne travaille pas, n'a pas cette contrainte du travail, alors il est dans la dépravation de l'alcool, dans la dépravation de la drogue, du sexe, etc., dans la luxure. Voilà. C'est la confusion entre le luxe et la luxure. Et ça, ce que tu dis pas du, quand Gramsci, bah, toujours, qui est un auteur extrêmement dialectique qu'il faut lire, et ben lui, justement, il voit bien la double forme, le double risque qu'on voit là. C'est justement effectivement, il y a la bourgeoisie qui, elle, veut rendre le prolétariat sain pour que ce soit une force productive efficace. Voilà. Et de l'autre côté, il y a un risque, effectivement, que le prolétariat s'oppose sur la bourgeoisie par son côté sanitaire, alors que c'est son côté révolutionnaire qui doit l'emporter. Un monde communiste, c'est un monde justement où bah, le sexe, la drogue, l'alcool, la fête, etc., est une pratique, on va dire, normalisée. Et c'est-à-dire, comme on dit normalisée, ça veut dire qu'il n'est pas une pratique autodestructrice et qui est une pratique émancipatrice, c'est-à-dire augmenter les potentialités, les possibilités des êtres humains et non pas rentrer en contradiction avec sa propre vie pour supporter un travail, etc. Tu parlais tout à l'heure de la drogue pour supporter le travail, mais quand vous voyez des gens qui sont extrêmement drogués parce qu'ils vivent dans la rue, ben voilà, allez vivre dans la rue sans drogue, sans alcool. Pourquoi vous voyez des... C'est intenable. C'est Voilà. Donc, impossible. C'est c'est... impossible. Voilà. Enfin, quasiment impossible. Donc, Et une pourquoi ils pratique vivent dans la rue aussi? Ils ont qu'à vivre dans une maison dans le 16e, je comprends pas. ouais, Bah c'est vrai. ouais, ils font des choix nuls, hein. Ils font des Bah choix ouais, nuls, non, je sais mais pas. oui, c'est Traverse facile, pas hein. la rue. Bizarre, hein. Traverse pas la Chelou, rue. hein. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est un super texte que tu rappelles là de Gramsci, Padu, parce que justement, il sait voir le double aspect, c'est-à-dire il fait la critique comment la bourgeoisie utilise l'hygiénisme, mais il fait aussi la critique de attention, c'est pas, il faut pas se prétendre plus hygiéniste que les hygiénistes. Au contraire, il faut combattre l'hygiénisme et faire en sorte qu'on ait des pratiques voilà, émancipatrices, c'est-à-dire bah, qui rentrent pas en contradiction Mmh. avec la vie et l'émancipation et la liberté, quoi. Il y a Mmh. Et Echarpe qui dit La drogue m'a sauvé quand je dormais dehors, la drogue et la foi. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est que, tu vois, moi, j'aime pas quand on critique Kluskar comme étant presque un réactionnaire et tout, parce que je pense que dans sa critique aussi de la libération, tu sais, avec ce qu'il appelle la vénéneuse, c'est-à-dire la mise en avant des drogues, tu sais, on a l'image de Cohn-Bendit comme ça, qui est en train de fumer un joint, qui dit Ah, c'est super le hashish, machin. Euh, Il y a ce côté critique de l'opium du peuple au sens propre, c'est-à-dire Kluskar, il dit jamais c'est pas bien la drogue, il dit jamais c'est pas bien, je sais pas, la libération sexuelle. Il dit attention, ne prenez pas ça pour la fin en soi, tu vois. Pagani il le rappelle bien dans un extrait d'ailleurs que je vais sortir bientôt en vidéo. Il dit à un moment donné, il dit mais Kluskar il savait vivre. Moi il me disait souvent viens en Espagne avec moi, les putes elles sont pas chères. Je trouve qu'elle est marrante la phrase, mais en gros pour dire Kluskar c'est un mec qui buvait une bouteille de rouge par jour, il avait la sexualité qu'il voulait et tout. Son problème c'est pas de dire la sexualité et les stupéfiants c'est pas bien, c'est de dire quand Cohn-Bendit vient nous faire croire qu'en fait c'est la fin c'est la révolution d'aller baiser avec des petites filles et de fumer des joints, c'est pas vrai, tu vois. non, mais C'est critiquable, tu vois, ce que dit Kluskar, mais c'est pas, il est pas c'est pas un réac neuneux, comme on peut en voir aujourd'hui d'ailleurs parfois dans des gens qui reprennent Kluskar, tu vois. Kluskar est pas. Mmh. Alors moi, je vais faire une critique à Kluskar. Bon, déjà, il est pas toujours très clair. C'est un peu le problème de Ah oui, oui, Kluskar. oui, je suis d'accord. Et c'est qu'il a, il est, et en fait, bon, ses enfants, enfin ses lecteurs sont pas tous des flèches. Et le problème de Kluskar, c'est qu'il fait beaucoup de formules et de dualisme. Il a un peu côté un peu Ruffin, tu vois. Et quand il oppose des dualismes comme le frivole et le sérieux, quand il oppose Dionysos et puis Bacchus, quand il fait ce genre de choses, en fait, il a tendance à faire des jugements de fait
qui paraissent, comme tu dis, sans jugement, etc. Mais en fait, on comprend tout de suite derrière qu'il y a quand même un jugement de valeur. Et là-dessus, Kluskar, il est pas toujours lucide et il a tendance un peu à mettre à distance, à opposer ces deux pratiques. Tu vois, quand par exemple, tu utilises ces deux figures de un, Dionysos qui lui est complètement dans le travail, complètement dans la reproduction, et de l'autre côté Bacchus qui est que dans la fête, etc. Et donc, il y a d'un côté le sérieux et le frivole. Mais déjà, même les adjectifs, les concepts en eux-mêmes portent un jugement de valeur, tu vois. Et ça, le problème de Kluskar, même si lui, euh, il est, en fait, c'est moins séparé que ce qu'il croit, et c'est un auteur à dialectique, mais on pourrait faire d'autres choses, bah, c'est repris par des gens qui les opposent en disant, il y a le monde du frivole, et là on retombe dans ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a le monde de la bourgeoisie parasitaire, etc. Et puis il y a le monde du sérieux, et il faut qu'on impose le sérieux à tout le monde, au lieu de se faire imposer le frivole à tout le monde, tu vois. Et il y a cette lecture-là de Kluskar qui peut être problématique, et qui est dans le contenu même de Kluskar, parce qu'il n'est pas toujours, tu vois, pas toujours fin là-dessus. Bah, de toute façon, Euh, au bout d'un moment, si tu es récupéré, pas quasi uniquement, mais je veux dire quasi uniquement par des Sauraliens, au bout d'un moment, faut poser le questionnement de l'œuvre en tant que telle. Je veux dire, tu c'est peux ça. pas dire ah bah non, c'est pas sa faute. Tu vois, je suis persuadé que Kluskar était pas de droite, que c'était un auteur qui a Moi non voulu bien plus. faire, qui a fait du marxisme sérieux. L'être et le code, c'est un livre magnifique. Et- Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes chez Kluskar. Même mais 68, c'est assez fort hein, quand il dit attention, ces mecs-là, ils finiront peut-être à droite et que les gars ils finissent à droite. Tu vois, c'est quand même assez intéressant. Mais par contre, il faut questionner le fait que ben, ceux qui se sont intéressés à Kluskar, c'est des Soral, des Zemmour, des gens comme toi et moi aussi, tu vois, mais pas que, tu vois. Et c'est quand même dommage. Ouais, Ça veut bien dire qu'il y avait une faille aussi dans son truc, quoi. c'est ça. Et je pense que ces dualismes-là, ils sont problématiques parce que chez Kluska, il y a, c'est pas, bah, dans Refondation du progressisme, on le voit un peu, Refondation du progressisme, on le voit un peu, mais on voit pas forcément. On a l'impression qu'il fait des gros constats, comme je te le dis, un peu dualistes, et qui, on donne pas le débouché justement de résolution de ce dualisme. Voilà. Moi, on pourrait partir du principe qu'effectivement, et là-dessus, bon, les penseurs plus dialectiques, mais qui peuvent être même proches de Kluskar, bon, bah, vous connaissez mon maître, hein, c'est Goldman, mais voilà, lui il va dire, bah voilà, l'effet Dionysos-Bacchus, l'effet frivole et sérieux, est un effet de la société bourgeoise qui les oppose parce que seul le communisme pourra les réconcilier. Voilà. Et ça, chez Kluskar, on a du mal à le trouver. On va avoir une insistance sur cette opposition et assez Ouais. peu de développement sur leur réconciliation. Alors que moi, ce que je Et puis on pense, a c'est que l'impression qu'il justement, rejette le frivole et qu'il est pour le sérieux, voilà, tu vois. exactement. Oui, oui. Et moi, je pense qu'effectivement, le projet communiste, c'est de comment on peut avoir une vie ni frivole ni sérieuse, mais une vie sériole ou friveuse. J'en sais rien ce que ça veut. C'est comme quand il dit Rousseau ou Sartre, on a presque envie de dire Rousseau et Sartre, tu vois, à un Voilà, moment tu donné, vois. tu vois. Et en fait, ça va toujours être dans un truc. Et donc, justement, notre pensée communiste, c'est ce que pensait Marx. Moi, voilà, je pense que la meilleure définition de Marx du communisme, c'est très faible hein, chez Marx, mais c'est quand il dit c'est le passage du royaume de la nécessité au royaume de la liberté. Et ben, vous comprenez que la drogue, qui est problématique aujourd'hui, c'est que ce soit une nécessité pour des gens. Voilà. C'est que ce que tu as bien rappelé. Zoé, que c'est une nécessité médicale, que c'est une nécessité pour supporter le travail, que c'est une nécessité, et ce n'est pas une liberté. On a fait tout un travail sur le consentement, la liberté, etc. Aujourd'hui, pour plein de gens, la drogue est une nécessité pour supporter une vie qui est insupportable quand on est dans la rue. On parlait du travail, du sexe, etc. De la même manière, quand tu l'as dit tout à l'heure, Padu, bah, le passage au royaume de la liberté, c'est quand le travail devient une liberté, n'est plus une nécessité. Et comme tu l'as dit sur le travail du sexe, le problème, c'est pas le sexe, c'est le travail. Donc, il faut toujours le rappeler. Euh, et voilà, et c'est là où moi je pourrais être plus critique vis-à-vis de Kluskar là-dessus. C'est justement, et c'est pour ça que je pense qu'il a été repris par beaucoup de gens et mal compris, parce que justement, il donnait l'image d'une condamnation morale du frivole au profit du sérieux, d'une condamnation de Bacchus, etc. Et pas simplement d'une façon de réunir et de dire à Cohn-Bendit, mais moi, ok, je signe pour vous. Alors pas pour la pédophilie, etc., mais je signe pour l'émancipation, le temps libre, le côté récréatif, etc. Mais quelles sont les conditions sociales derrière pour y arriver? Et par exemple, quand il disait, c'est pour ça que c'est un auteur complexe, quand il dit tout est permis, rien n'est possible, là on voit beaucoup plus la Mm. dialectique.
Tu vois, ça, c'est une vraie formule que je garde de Kluskar. Tout est permis, rien n'est possible. Là, tu comprends qu'il y a une vraie dialectique entre les deux et tu comprends que le permis et le possible doivent s'imbriquer, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, et puis il parle souvent du fait que Carrément. après il utilise beaucoup il a un langage dur, hein, c'est l'écriture est dure, surtout, ses premiers écrits où, tu sais, il y a un peu de psychanalyse et tout. Il dit qu'il y a je crois une forclusion du producteur ou je sais pas trop quoi, tu vois? Enfin, et en gros, il explique que, bah, le producteur justement, c'est celui qui est jamais montré, tu vois? Et c'est pour ça aussi qu'il a presque cette haine contre la néo-bourgeoisie en place, qui est très dans la consommation parce qu'il dit en fait le producteur on le voit jamais en fait. Il est impensé et il est presque honteux, tu vois? Et on voit aussi chez Kluskar, moi c'est pour ça que c'est quelqu'un qui m'a toujours touché, c'est que on voit que c'est un type qui vient, de la campagne, tu vois? Qui a des mineurs dans sa lignée, tu vois? C'est pas un enfant de bourgeois parisien, où tout le monde a fait normal dans sa famille, tu vois? Tu vois ça chez lui, tu vois le type, Mmh. qui est en train de te dire: «Ben, Ouais. ces mecs-là, ils sont peut-être en train de fumer des joints et nous expliquer que c'est peut-être bien de baiser avec des enfants de 5 ans, mais quand ils font ça, en fait, ils le font justement, bah, en dominant les enfants de 5 ans et quand ils fument des joints, ils le font parce qu'il y a des gens qui travaillent, et qui s'appellent le prolétariat et ces gens-là, ils en parlent jamais et presque ils les font passer pour des gens qui seront des gros rustres un peu beaufs et tout, parce qu'ils sont pas en train de fumer des joints, tu vois? Et il y a cette critique-là, moi, que je trouve toujours assez intéressante chez lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est très facile à reprendre d'une manière réactionnaire, cette critique-là. Oui, oui, carrément. Et bon, encore une fois, les consommations sont tellement multiples parce qu'en plus, tu veux, dans le discours qu'on a entendu là de certaines personnes qui se disaient communistes et très anti-drogue entre guillemets, tu retrouves un peu quelque chose qu'on entend chez Tatiana Ventose aussi, tu sais, cette idée que en fait, demander la légalisation, c'est vraiment une demande de bourgeois urbains qui se font livrer leur drogue par les quartiers enfin par des jeunes garçons issus des quartiers populaires, etc. Et c'est oublier que, encore une fois, les consommations de psychotropes, elles sont multiples. Heu, Vous seriez surpris du nombre de sexagénaires prolétaires de ma campagne qui consomment quotidiennement du cannabis, par exemple. Enfin, faut vraiment se sortir un peu aussi de ces idées très, Et puis voilà, même des benzos, hein. mais bien C'est-à-dire les sûr, réacs là qui s'endorment tous avec une benzo, ce qui est pas bah, forcément, exactement, je vais pas moi les juger pour ça, tu vois? Mais qui font genre que c'est très, très grave de prendre du cannabis le soir pour s'endormir, mais qui eux, prennent une Z-Drug ou une benzo, je veux dire ça qui Et c'est prennent, intéressant parce que justement, on parle jamais le terme de drogué ou de toxico n'existe jamais quand c'est sur prescription médicale. C'est bien ce que tu disais tout à alors l'heure, Zoé. Enfin, en fait, c'est quoi une ça peut. enfin, benzo, juste Zoé 2 secondes, c'est quoi une benzo? Ouais, Alors explique au les chat. benzodiazépines, des médicaments qu'on utilise, contre l'anxiété essentiellement. C'est des médicaments qui sont extrêmement connus. Je vais vous citer quelques noms et je pense que la majorité d'entre vous auront déjà entendu. Xanax, c'est l'alprazolam. Seresta, c'est l'oxazépam. Lexomil, c'est le bromazépam. Temesta aussi, par exemple, ça c'est on va dire les plus fréquents. Tout le monde a déjà entendu ça. Valium aussi. Ouais, voilà, Valium, diazépam. Ça, c'est des produits qui sont extrêmement fréquents, très utilisés, trop utilisés en France, hein. On est extrêmement prescripteur de benzodiazépines, qui sont des produits, alors, variables d'une molécule à l'autre, mais notamment l'alprazolam, le Xamax a une demi-vie très courte, enfin assez courte et peut vraiment créer des phénomènes d'accoutumance et d'addiction qui sont assez marqués. Alors, enfin et qui se gèrent encore une fois, en informant les gens de ce qu'ils prennent, et en leur donnant des outils, dès le début de la prescription pour, se prémunir, de l'addiction. Encore une fois, gérer la dépendance, c'est aussi, une question d'information des personnes, sur ce qu'ils prennent, sur comment le prendre pour éviter, les phénomènes de dépendance. Et puis bon, dans le cadre des benzodiazépines, parfois il faut se poser la question de s'il ne faut pas utiliser autre chose, que ça. Mais voilà, c'est des choses extrêmement, fréquentes et bah, d'un autre côté, il y a aussi des patients, tu vois, tu dis qu'on on dit pas toxico. Moi, j'ai aussi des patients qui auraient besoin, parfois de médicaments psychotropes, et qui refusent d'en prendre, parce qu'ils se disent: «Bah, oui, mais moi, j'ai pas envie de devenir un toxico». Ce que je peux entendre, hein, leurs craintes, notamment de l'accoutumance, de l'addiction et cetera, de la dépendance, aux médicaments. Moi, je le comprends tout à fait et je pense que c'est très sain d'avoir peur de devenir, dépendant, à une substance qui potentiellement peut l'être. C'est déjà quelque chose qui peut prémunir.
Je sais pas Mais toi, Zoé, mais moi j'ai beaucoup tous vu ça, de gens qui me rapportent aussi que ils ont connu des gens dans leur famille, tu vois, qui disent: «Moi, je veux pas de traitement parce que ma mère, elle c'est était ça, dépressive, elle a pris tous les traitements du monde et je veux pas être comme elle», tu vois? Je veux pas être exactement, dépendant à ça, tu vois? Donc il y a aussi un exactement. rapport, et peut-être de prévention des risques à faire pour justement, bah, qu'il y ait pas ces histoires qui se répètent et que les gens après ne veuillent plus prendre de traitements qui seraient bons pour eux, mais dont ils ont peur. Ouais, C'est je ça, parce comprends, qu'en mais ce que fait, je veux dans dire, c'est les qu'il y a un stigmate, ouais. Je voulais dire, il y a quand ah même mais un oui, stigmate sur la drogue récréative beaucoup plus oui, important que sur la drogue prescrite par des médecins, tu Ah vois? bah, c'est Enfin, sûr. on va considérer que quelqu'un qui, quelques fois par an, prend du LSD avec son conjoint, en randonnée, est plus un drogué que quelqu'un qui prend une benzodiazépine tous les exactement. soirs, Mmh. pour, dormir ou pour calmer son anxiété. Alors moi, dans les 2 cas, je pense qu'il ne faut pas juger ces personnes et qu'il faut se poser encore la seule question intéressante qui est: «Est-ce que ça va?» Voilà, Mmh. heu parce que en fait, moi, je sais pas vous enfin, encore une fois, hein, vraie question à tous mes camarades et tout: «Quel est votre objectif? Quelle est votre problématique? Est-ce que votre problématique, c'est le bien-être de chacun et le bon fonctionnement du collectif?» Si c'est ça votre problématique, avoir un discours anti-drogue neuneux, banal, débile, n'a aucun sens. Et si votre objectif, c'est de gagner des élections en tenant ce discours-là, je pense que Chris va pouvoir nous faire une petite démographique là. Et on va voir un peu à qui voulez-vous parler. Vous, MJCF par exemple, à qui voulez-vous parler? Est-ce que vous voulez parler à votre cœur? A priori, vous êtes orienté vers la lutte des classes, etc. Donc, vous voulez plutôt parler aux gens qui sont en bas à gauche dans le graphique, je pense, hein, enfin, je suppose. Euh, Ouais. Est-ce que vous pensez en pratique que c'est à ces personnes-là que vous parlez en tenant ce type de position? On va voir. On va découvrir ça. Découvrons ce que dit le graphique, hein. Je rappelle que c'est pas moi qui contrôle le graphique, c'est lui qui nous contrôle tous. Voilà. C'est ça, le sein graphique, hein. C'est ça. Vous savez, le Heu, graphique qu'on entend, vous avez vu Toy Story? Non, quand je dis le graphique, pour ceux qui ont vu Toy Story, je pense au grappin. Le grappin est notre maître. Voilà, et ben là, je pense avec le graphique. Le graphique est notre maître. Il décide si Roussel est de gauche ou de droite. Alors, à votre avis, verdict? Alors, Donc, tu as sorti, c'est l'IFOP, hein, je crois, ouais, les données. alors ils ont sorti un truc en 2021. Il y a deux sondages, donc toujours la même méthode. On essaie de récupérer des données. On a notre graphique de base sur les PCS et on essaye de récupérer des données d'opinion ou de mesures quantitatives, qualitatives par PCS. Et donc on essaye de les placer dans le graphique pour voir où ça se distribue, quoi. Donc sur la Donc, légalisation du cannabis, il y a quelque chose, il y a tout un travail qui a été fait sur l'IFOP. Je sais pas si tu mettras les sources, mais c'est un gros sondage de 2021 qui a été fait. je les mets si tu me les envoies, hein. Ouais, C'est je te c'est tout, l'enverrai. hein. Euh, pardon. Non, non, mais Euh, je vais pas les chercher moi-même, mais si tu me les envoies, je les mettrai. et donc on a tout un voilà donc un sondage qui a été fait en 2021 qui est plutôt pas mal, qui pose plusieurs questions et donc on a les PCS. Alors C'est ça ce nous donne, sondage-là, là? Zoom sur le profil des Français favorables à un renforcement des sanctions pour le ouais, trafic c'est ça. et c'est ça. l'usage? Voilà, donc ça Ah c'est oui. une des questions, voilà. Et donc là on a donc ça ressemble à ça. Vous allez voir, il y a pas mal de questions et vous voyez les réponses aux questions. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on voit quelque chose d'assez important, c'est qu'on a on a un vrai clivage générationnel. Alors la problématique Attends, 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 les gens voient pas le clivage générationnel. Donc en gros, l'âge. les gens qui sont donc 36 des hommes et 35 des femmes sont pour, renforcer, Ouais, le fait de taper ça sur c'est pour les renforcer consommateurs, quoi. la répression, ouais, et la Ça, c'est pénalisation. la Et répression des consommateurs, qui est vraiment la manière la plus con de gérer le truc, hein. Évidemment, vous pensez qu'une personne en grande précarité, héroïnomane, si on la met en prison, ça va aller mieux? Question. Je n'ai même pas envie de répondre à cette question tellement la question est con. ouais, mais en plus, comme tu disais tout à l'heure, le concept même de drogue, il est hyper, il est hyper, Mais bien sûr. c'est un concept de classe, tu vois? Un type, Mais moi j'en oui, connais plein, hein, un mec qui, le soir, prend un petit porto ou un petit, whisky et qui prend 2 verres de vin, jamais il va être traité de drogué par le MJCF, c'est Non, tu ça. vois? Alors qu'un type qui, Sincèrement. le soir, prend une demi-bouteille de vodka, il va être traité de drogué par le MJCF, tu vois? Mmh. Ou même un quart de bouteille de vodka, tu vois? Qui pourtant Heu, pense à mener la lutte des classes, hein, avec cette tête qui va débile. faire autant d'alcool dans son sang, tu vois? Enfin,
C'est ça, et justement, l'idéalisme, c'est de considérer que l'abstraction recouvre le concret, et donc, en fait, de dire que bah, parler de drogue, c'est indépendant des jugements de valeur. Et bah non, comme tu viens de le dire, il y a tout un tas de jugements de valeur, d'exclusion non dites, non conscientes, inconscientes, etc. derrière. Donc là, C'est vous voyez, presque bon, ce que ne voit pas Kluskart, tu vois? D'ailleurs, quand il parle des joints et tout, il voit pas que, je sais pas, chez les chasseurs, il y a peut-être plus de consommation de stupéfiants enfin de psychotropes que chez les, exactement, étudiants de Paris 8, tu vois? Parce que, quand exactement. tu vas tu vas à la chasse, en général, les mecs, ils picolent comme des trous, tu vois? Ouais, et puis ouais, je pense que vous avez des façons de l'analyser dans le monde médical qui est pas qu'une qu'une question de substance, mais qui est une question de répétition, de la puissance de cette substance, etc. Si tu prends par exemple la répétition et la puissance de l'alcool par rapport à d'autres pratiques récréatives de drogue qui vont être, tu parlais du LSD Mm. ou des acides, etc., qui apparaissent comme beaucoup plus dramatiques, en fait, tu te rendras compte que des gens finalement, sont beaucoup plus éclatés à l'alcool Ouais, puis la notion de dépendance ouais, aussi, c'est une notion de est-ce que tu peux t'empêcher de le faire alors que tu veux t'en empêcher? Est-ce que tu peux ne pas boire d'alcool quand tu veux ne pas en boire? Eh ben, je suis persuadé que si tu prends la catégorie chasseurs en France, ils ont plus Mm. de mal à ne pas boire d'alcool alors qu'ils voudraient ne pas en boire que la catégorie des étudiants bobos par rapport je sais pas, par rapport au LSD Oui. ou tu vois, enfin, c'est pas du tout comparable, je pense. Et même si c'était comparable, ça veut pas forcément dire quelque chose. Mais tu vois, c'est hyper idéologique tout ça, parce que jamais on va pointer du doigt les chasseurs. Mais encore une fois, moi je suis pas Oui. pour qu'on pointe du doigt les chasseurs, je m'en fous. Mais Dernier exemple sur les comparaisons, le LSD, tu sais, il y a vraiment cette idée que en plein trip de LSD, il y a des gens qui se prennent pour des oiseaux et qui sautent du haut des immeubles. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi j'ai entendu ça quand j'étais jeune, beaucoup, et c'est un truc qui circule énormément. Et quand on regarde dans les faits, si des cas comme ça ont existé, c'est exceptionnel. Mais quand je vous dis c'est exceptionnel, il y a peut-être eu une dizaine de cas reportés ces dernières décennies dans le monde entier. Enfin, vous vous rendez compte? Alors que des gens qui se tuent sur un bad trip d'alcool, qui se en tue à la passant à chasse en tirant sur le voisin. ouais, alors en passant à l'acte sur un acte suicidaire, c'est très fréquent, hein, vous passez votre seuil d'impulsivité d'impulsivité avec l'alcool et boum, vous prenez la décision, quoi. En se tuant en bagnole, en se tuant, parce qu'on se bat. Enfin, je veux dire, des gens qui meurent, d'avoir consommé de l'alcool immédiatement, pas sur les conséquences longues de l'alcool, mais au moment du trip d'alcool, si on appelle ça un trip, parce qu'en fait, c'est le même principe, hein. Vous ingérez un produit, petit à petit, les effets, montent, et plus vous en prenez, plus les effets montent, et puis au bout d'un moment, si vous arrêtez d'en prendre, ça redescend. Donc appelons ça un trip d'alcool, je dis ça de manière un peu provocatrice, mais vraiment ouais, mais tu comprenez le truc. raison. C'est on diabolise le LSD énormément. Je suis pas en train de dire que le LSD, enfin, encore une fois, c'est des psychédéliques, très puissants, c'est mieux de le prendre en connaissant vraiment le produit éventuellement, voilà. Alors, c'est illégal, hein, donc vous n'êtes pas censé en consommer, mais si vous êtes dans un pays où ce n'est pas interdit, il faut, voilà, quand même, connaître le produit qu'on prend, le prendre d'une manière qui est sécure, avec des gens avec qui vous vous sentez bien, et cetera, et cetera. Néanmoins, heu objectivement, on ferait beaucoup mieux de dire aux enfants de 12 ans, «Attention, en cas de trip à l'alcool», quoi. Enfin, sincèrement, hein. C'est Bref, Ouais. pardon. Retournons sur le sein graphique, excusez-moi. Non, Alors là, on est non, sur le sein sondage qui nous explique que voilà, les personnes juste âgées sont plus réac, quoi, en gros. les données de base, parce que c'est intéressant, parce que là, ça demandait un petit peu de taf pour le mettre dans le graphique, je vais vous montrer pourquoi. Donc vous avez Moins on vraiment a de une diplômes, plus on a tendance à être contre les consommations d'alcool, de ouais, stupéfiants. C'est mais vous intéressant. allez voir, en fait, il y a un biais, Pour la il y a un gros criminalisation des consommateurs. vous Ouais. allez voir, il y a un gros biais dans le sondage, et c'est justement la partie générationnelle. Ouais. Hem, Parce qu'en fait, et là, on va voir, vous Ah bah voyez, oui. il y a une plus grosse pénalisation employés-ouvriers, et ce qu'il faut voir, c'est que, vous voyez, c'est très réduit en termes d'analyse de PCS. Il y en a beaucoup plus normalement, en termes de grand niveau, il y en a 8 dans l'INSEE. Là, ils en mettent que 4. Par exemple, il y a pas les retraités, donc il y a pas c'est pas discriminé entre les employés, les ouvriers et les retraités. Donc ça veut dire là que tous les retraités vont être distribués dans leur ancienne PCS. Donc ça veut dire Mmh. que, contrairement à ce que vous avez dans le graphique, où on voit anciens ouvriers, anciens employés, anciens cadres, etc., qui vont être tendanciellement plus à droite, bah là, ils sont tous regroupés. Sauf qu'on l'a vu précédemment, en fait, tous les plus de 65 ans créent une énorme dispersion. Et en plus, ils sont très importants.
Donc là, ce qu'on a fait, nous, on a des statistiques dans l'algorithme en fait qui peuvent extraire justement. On connaît la répartition des anciens ouvriers, des anciens employés et des tranches d'âge. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstitué les anciens ouvriers, les anciens employés, et on les a sortis du sondage pour avoir justement la catégorie des retraités et placer notre barycentre sur les réponses. Voilà. Et là, ce qui va Ouais. être Attends, ce qui est intéressant, c'est que pareil, catholique, c'est biaisé parce que les vieux, ils sont plus catholiques, tu vois. exactement, tu vas Oui. avoir tout ça. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que comme les ouvriers et les employés, c'est des classes qui sont en train de, enfin surtout les ouvriers qui sont en train de disparaître en fait. Et elles sont statistiquement beaucoup plus vieilles. Et c'est ce que par exemple on fait pas dans les analyses électorales, c'est de composer, quand on dit les ouvriers, les employés, alors il y en a qui mettent les retraités, hein, quand on a fait les sondages d'IFOP, ils mettent les retraités, en général ils le font. Mais là, si vous le faites pas, par exemple, eh ben, vous avez l'impression que les ouvriers en masse sont beaucoup plus pro-pénalisation, et vous allez le voir en vrai, ils le sont moins. C'est juste qu'ils sont tirés par la dernière tranche d'âge qui est surnuméraire dans les ouvriers et les employés, qui représente, je Ça, vous donne ça a été fait quand, ça? ça c'était fait en 2021, et juste Parce que pour tu vous vois, donner LR, par exemple, ils disent que ça survote LR quand. Enfin, non, c'est quoi? C'est que les votants LR sont contre. c'est que Oui. les votants, ceux qui sont proches de LR ou du RN, sont plus pour la pénalisation. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, si vous regroupez tous les ouvriers, c'est-à-dire retraités et actifs, les retraités pèsent presque 40% à l'intérieur. Ouais. Donc ça crée complètement, ça déforme complètement l'analyse en PCS. C'est Donc pour on ça peut se mettre à qu'on... raconter les ouvriers veulent que, alors qu'en fait c'est les vieux veulent que. Exactement. Et les vieux, dans la PCS, ouvriers pèsent beaucoup. Voilà. Et ça, Mm. c'est aussi un En truc fait, qu'on je suis dit avec pas. Jean Massier et Salomé Saké, là. C'est ça? Ils me font une analyse jeune-vieux maintenant. Slide d'après. Oui, mais c'est pas anodin, en fait. Justement, Sur sur la, ces sur questions-là. la, sur ce qu'on appelle les drogues, je pense quand même, notamment sur le cannabis particulièrement, je pense que là, je joue énormément. C'est ça. Et donc, Par connaissance du produit, en fait. Par connaissance du euh, produit. Et donc justement, quand on les sépare, en fait, donc là, si on avait pris les données brutes comme ça, et qu'on n'avait pas discriminé les ouvriers actifs, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les PCS, et dans le graphique, vous avez les anciens ouvriers, anciens cadres qui sont plus sur la droite, bah vous auriez cru que le oui était complètement, enfin la pénalisation était complètement un truc ouvrier-employé. Sauf que quand vous faites un petit peu l'analyse un peu plus fine et que vous séparez les deux, eh ben la pénalisation, regardez où elle est, donc c'est le point bleu là, en oui, tu peux zoomer dessus, etc. Bah lui, il se déplace de fait vers les catégories où il y a le plus de classes d'âge de 65 ans et plus, voilà, qui sont plus pour la pénalisation et qui sont vraiment dans la partie en bas à droite là. Donc pourquoi ils sont tirés là-dessus? Eh ben parce que donc ils sont éloignés de la diagonale, donc ils sont dans la partie dégénérescente, voilà. C'est-à-dire des classes qui sont, on l'a dit précédemment, dommage, dans la précédente capsule, vous irez voir, voilà, on a un oui, c'est-à-dire plus de pénalisation, donc contre, on va dire, la dynamique de pratique de consommation de drogue, et ben un oui qui s'attache à des classes qui sont en train de péricliter, qui sont vieillissantes, qui sont en dehors du rapport de production standard, qui sont sur la diagonale, et donc ce oui se retrouve est en tension dans le carré en bas à droite. Donc il est dans l'espace, on va dire, conservateur réac, quoi. Et dans mon souvenir, du coup, assez superposable au vote, sur les européennes, c'est à peu près là où se situaient Desfontaines et Maréchal, c'est Alors, ça? Desfontaines et Maréchal sont un peu plus hauts, Ouais. voilà. Est-ce que les gens comprennent là? Parce que je sais pas s'ils voient bien, s'ils captent bien. Là, en gros, vous avez le non là en rouge, le oui en bleu. Et donc, ça veut dire que les gens qui sont plutôt contre la pénalisation du cannabis, ils se retrouvent plutôt dans l'axe en bas à gauche où vous avez les gens les moins. Avec le moins de capital, donc plus le côté du travail, et ils sont à peu près au milieu dans le truc, donc ils sont pas forcément dominants, un peu dominés, quoi. Alors que par contre, vous retrouvez le oui plutôt en bas à droite, donc des gens qui ont un peu de capital et qui sont aussi très peu haut dans l'axe de la qualification, l'axe bas haut. Et donc vous vous retrouvez du côté des retraités et de la petite bourgeoisie, quoi, qui sont plutôt pour la pénalisation du cannabis, quoi. Est-ce que vous captez? Mmh. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, l'opposition, elle se fait sur l'autre diagonale. C'est ça qu'il faut bien noter. Et Mmh. quand Ah vous oui, c'est faites vrai.
quand vous faites une opposition sur la diagonale, c'est-à-dire parallèle à la diagonale, vous prenez le oui et le non, vous reliez les 2 points. Ça va Zoé, tu suis, Ouais, c'est bon, chef. Je capte. La diagonale, je comprends le concept. C'est une ligne, mais elle est penchée, hein, c'est ça? Et ça, les gens qui viennent d'arriver vont se dire: «Mais c'est un connard, lui!» Ils ont pas compris la joke de tout à l'heure. Et mais et donc ouais, voilà, donc quand vous faites cette, diagonale, voilà, de fonctionnel, donc d'en bas à gauche à en bas à droite, et vous voyez l'axe oui/non, il est perpendiculaire à cette diagonale, il est totalement inversé. Qu'est-ce que ça va nous dire? Quand vous êtes parallèle à la diagonale standard, ça veut dire que vous êtes sur un clivage de classe. Vous êtes les très riches, très exécutants, contre les très pauvres, très Exécutant pour le coup. les très riches, très dirigeants contre les très pauvres, très exécutants. Vous avez vraiment un clivage de classe. Là, on pourrait voir, on va faire d'autres questions idéologiques, mais ça pourrait être, je sais pas, sur L'augmentation des l'augmentation impôts? des impôts des riches. Là, vous Ouais, allez voir, ouais. je le sais d'avance, parce que oui, effectivement, j'ai conçu le graphique parce qu'en fait, ça se fait tout seul dans ma tête à la base, puis j'ai essayé de le représenter. Mais, je le sais d'avance, vous allez avoir un oui-non qui va être parallèle à la diagonale. Voilà. Quoi, Là, tu veux dire que les plus riches comptent augmenter les impôts et les plus pauvres pour les augmenter? Trop bizarre, quoi? hein? C'est trop bizarre, tu veux dire que les plus riches comptent augmenter les impôts? Bah ouais, a Donc priori. donc pour dire pour les gens, ça serait, si la question donc là, la question c'est: faut-il criminaliser, là, ce que vous voyez sur le graphique, c'est: faut-il criminaliser les consommateurs de cannabis? Et ce qu'explique Chris, c'est que si donc du coup, c'est pas une question, qui, clive par la classe. Et par Mmh. contre, si on posait une question qui clive par la classe comme: faut-il augmenter les impôts, des revenus les plus élevés? Vous trouveriez le non en haut à droite et le oui en bas à gauche. Et Exactement. la diagonale serait dans l'autre sens, et donc ça montrerait une question qui clive par la classe sociale. Et là, en fait, la diagonale se fait complètement à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va, de en haut à gauche vers en bas à droite. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Et donc là, ça veut dire qu'on va avoir une contradiction entre l'espace normal de classes, et on va dire des classes qui sont en crise ou extérieures au rapport de production, c'est-à-dire des vieilles classes sociales, ou qui contiennent des gens plus âgés, qui sont sortis du mode de production, donc c'est là où vous avez tous les retraités, ou les artisans commerçants qui sont en déliquescence, etc. Et donc, on va avoir un clivage qui va être plutôt générationnel, voilà. Ou un clivage entre un ancien mode de production et un nouveau mode de production. Par exemple, si demain on fait un zoom, tu parlais des médecins tout à l'heure, Zoé, si on zoomait que sur les PCS médecins et qu'on posait des questions type médecin, est-ce que vous voulez être dans le salariat ou est-ce que vous voulez augmenter la tarification à l'acte, je sais pas, quelque chose comme ça, eh ben, on pourrait effectivement voir un croisement perpendiculaire. Pourquoi? Parce qu'on aurait deux modes de production qui s'affrontent. Et là, du coup, Perpendiculaire à la diagonale qui va du bas à gauche au exactement. haut à droite. C'est ça. Et Mmh. donc là, bah, vous voyez, le oui, il est complètement déporté dans un espace qui est en dehors du rapport de production standard, qui est normal, qui est les retraités, les artisans commerçants, etc., qui sont aussi beaucoup vieillissants, les agriculteurs, bon, qui pèsent pas beaucoup, mais qui sont très vieillissants, etc. Alors que le non, c'est-à-dire celui qui est plutôt en phase avec les actifs, etc., qui est central. Alors, vous voyez, le non, il est central. Vous voyez, il a toutes les grosses planètes PCS autour de lui. Il est vraiment au milieu du mode de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et vous le voyez dans le sondage, si vous creusez, en fait, que vous soyez ouvrier, employé, le fait d'être jeune, ça va être plus compté que le fait d'être cadre, ouvrier, employé dans votre rapport au cannabis. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui est plus démocratique aujourd'hui, voilà, etc. Et donc, bah, de fait, vous allez avoir pas de polarisation tout en bas à gauche, qui voudrait dire que c'est une pratique très ouvrière et employée, ou pas de polarisation très en haut à droite, qui voudrait dire, tiens, pour contrer Kluskar, que le cannabis, ce serait vraiment un truc de bourgeois, etc. Non, vous avez une pratique normale au milieu de l'axe de travail. Pourquoi? Parce que c'est de dire, voilà, que vous soyez cadre, employé, ouvrier, consommer du cannabis et ne pas le pénaliser, bah, c'est devenu quelque chose de standard et de normal. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est intéressant avec le graphique parce que vous pouvez tout de suite voir en fonction du croisement des axes et est-ce qu'ils sont perpendiculaires ou voilà, est-ce que vous êtes dans un clivage de classe ou est-ce que vous êtes dans un clivage beaucoup plus profond, générationnel ou de mode de production. Voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le,
là, vous voyez, dans le oui, dans le non, voilà, donc on va dire adéquate aux actifs, vous allez avoir Mélenchon. Il va être pile poil sur le non. Voilà. Le Pen va être un peu en bas, elle va être un peu parallèle, mais un peu en bas, plus orienté employé-ouvrier. Et par contre, Roussel, comme tu l'as dit, il est au niveau du oui, mais beaucoup plus au-dessus. Donc il est en dehors du clivage. C'est-à-dire que lui, son truc électoral, il est trop classe supérieure pour être directement dans le oui. Il n'est pas assez composé de retraités, etc. Mais c'est des classes supérieures qui, elles, sont inadéquates, sont réac par rapport à la majorité des classes supérieures. Tu me dis qu'il faut que je change Vas-y, change. Voilà. Oui, bah, maintenant que je le sais, mais dis-le-moi la prochaine fois, parce que je Ouais, connais pas bah ton là, on le époque. voit, là, on le voit Là, on bien. le voit nickel, ouais, ton truc. Voilà. Mm. Et donc, en fait, on va voir que Mélenchon, il est très, très adéquat à la représentation normale des actifs. Alors, il est complètement oppositionnel aux retraités, mais ça, on le sait. Et Roussel, il navigue. Il n'est pas vraiment sur le oui, parce qu'il n'est pas composé que de retraités en termes de compos. Ouais, c'est pour ça que Mais Mélenchon, les retraités le détestent. voilà. C'est à Mais, cause du cannabis. et par contre, il reste encore trop cadre sup, etc. pour pouvoir, avec des actifs 4 sup, mais il a des 4 sup réac, voilà. C'est-à-dire qui s'écartent en fait de l'opinion majoritaire des autres cadres. Hein. Ah, On l'a- je viens de lire le truc à droite, la PCS proche de Roussel, c'est les policiers. Ah oui, voilà. Les PCS qui sont le plus proches de Roussel, ça va être les policiers, c'est le petit rond, etc. On En ne bas, dit là. pas, Tu vois. on ne dit pas policier, on dit ouvrier de la sécurité, je vous rappelle. Et là, en fait, on voit typiquement que cette position, elle a aucun sens. C'est-à-dire qu'elle ne recouvre rien, elle recouvre pas de clivage de classe, elle recouvre pas de clivage générationnel ou de clivage de mode de production. C'est vraiment, elle est éparse, voilà. Parce que c'est souvent le cas, c'est des cadres sup, techniciens, ingénieurs qui réfléchissent pour la société contre elle-même, en fait. Et en fait, ils sont adéquats à personne. Et donc, ils se retrouvent ici. Et c'est là où on voit les mêmes espaces de Zemmour. Bah voilà, c'est quelques petits cadres qui pensent contre le reste du monde productif, etc. Mais Et, attends, toi, t'as fait tout un schéma, tu t'es fait chier et tout, mais le miniaturiste, bon, tu vas me dire, il connaissait déjà le graphique, mais le miniaturiste, quand il a fait la miniature avec le douanier Roussel, est-ce qu'il avait pas raison avant tout le monde? Mais oui, tout à fait. Tout ça, c'est du zeitgeist. Hein. Enfin, moi, je suis là pour juste pour scientifiser l'esprit du temps, hein, mais c'est accessible par des voies beaucoup plus directes. Le douanier Roussel, putain, quel tchad. Voilà. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que bah, Roussel est extrêmement éloigné du non à la pénalisation, donc il est vraiment très réac et conservateur là-dessus. Mais en plus, il recouvre même pas. Il recouvre même pas typiquement et c'est pour ça qu'il fait des scores très faibles. C'est parce qu'il n'est pas encore tout à fait adéquat à la masse qui pourrait être, tu vois ce que je veux dire, euh, qui pourrait lui donner beaucoup de voix sur ce sujet-là, quoi. Mais après, c'est un sujet qui est peut-être pas si central parce que si tu vois, genre Le Pen, elle est proche Non, du c'est non pas en central. réalité, alors et il disait dans le sondage qu'il y a plein de gens qui votent Le Pen, mais qui sont qui sont pourtant pas, qui sont du côté du oui, tu vois. Ouais, ben central, en fait, Le Pen sera plus éloigné que Mélenchon du non. Ah, c'est entre les deux un peu. Bah, un peu en bas de Mélenchon, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a moins de cadres. Elle est moins adéquate à la structuration normale de la société active. Voilà. Donc de fait, elle va s'éloigner du non, elle va être moins représentative en termes de composition que Mélenchon, qui lui a plus de cadres et donc est plus adéquate à l'espace non qui lui est composé de cadres, d'ouvriers, d'employés, presque autant que le monde du travail, quoi. Quelqu'un qui met, c'est une dinguerie que Roussel soit systématiquement du côté des franges les plus réac. Bah après, peut-être pas sur toutes les questions. Peut-être que sur certaines questions, c'est pas l'enfer. Mais sur les questions où c'est pas l'enfer, en fait, il se fait bouffer par Mélenchon parce qu'il est d'accord avec Mélenchon, en fait. C'est sur les Exactement. questions, je sais pas, de salaire, de retraite, il est comme Mélenchon. Sauf que les gens qui pourraient voter comme Mélenchon, bah ils vont pas forcément voter Roussel parce que Roussel va être trop du côté des réacs sur les questions qui les intéressent. Et comme disait Chris la dernière fois, c'est justement parce qu'il clive pas sur l'antiracisme, Roussel, qui se fait avoir. Parce que les gens qui se disent ah ouais, Roussel c'est pas si mal, bah ils sont déjà dans le discours de la pénurie, ils sont déjà là en train de voter Le Pen, donc ils vont pas voter Roussel. Et ça devrait peut-être lui servir de leçon d'ailleurs, le fait d'avoir perdu sa circo historique, peut-être aussi parce qu'il n'a pas su
il n'a pas su mobiliser à gauche plutôt que de vouloir Exactement. courir après la droite. Exactement. Il a pas il est complètement en dehors de ce que normalement il devrait défendre, qui est le salariat généralisé. Mélenchon est plus adéquat au salariat généralisé là. C'est quoi du coup ça après tes autres, Vas-y, bah, tu as un dernier, c'est la même question. C'était sur, C'est ça là? bah, redescends. La question après, c'est sur la légalisation. Donc avant, on était sur la pénalisation des consommateurs et Voilà. là, on est sur la légalisation. Êtes-vous pour la légalisation? Ouais, et globalement, on retrouve Ouais. pareil une diagonale haut-gauche vers bas droite, quoi. Exactement, tu vois? Et donc on retrouve à peu près la même Mais pourquoi chose. attends, pourquoi, c'est où ton truc? C'est ça là? Ouais, c'est ça. Juste en dessous. Mmh. C'est Ouais, quoi voilà. ça? Pourquoi il y a pas de titre? Je comprends rien, c'est Parce que Parce c'est Magne qui a oublié de mettre le titre, quoi. Normalement, et il mais aurait comment dû. tu sais que ça correspond à ça du coup? Je comprends pas. Parce que je Comment connais Zoé, pas, c'est ça? c'est moi qui l'ai fait. parce que j'ai lu les trucs avant. Ah. Ça correspond à ce que j'avais lu. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la Ah tu question. l'as lu, mais vous trichez, vous préparez les lives vous, c'est La question, c'est justement la Tu me l'as envoyé légalisation. à tous les deux, Padu. Toi aussi, tu l'as reçu. Ouais, voilà, merci de me défendre, Zoé, c'est bon, ça tricherie. Et donc là, vous voyez, sur la légalisation, bah, le oui à la légalisation, il est complètement adéquat au non à la pénalisation, ce qui est un peu logique. ah Et oui. en revanche, Et tu as mis Mélenchon plus Jadot. voilà, j'ai mis Mélenchon plus Jadot, pourquoi? Parce que Jadot, tu vois, le oui est un petit peu plus haut que l'espace électoral de Mélenchon, parce qu'il a un peu plus de cadre et il se rapproche un petit peu plus de l'espace électoral de Jadot. Tu te rappelles qu'il Mmh. était un petit peu en haut dans les limbes là, voilà. Mmh. Alors que le non, lui, il est bah, orienté vers les policiers là. Mais et lui, il est beaucoup plus bah, orienté vers les anciens, c'est-à-dire les retraités, etc. Même s'il reste quand même en termes de rapport de capital, c'est-à-dire même s'il reste quand même très populaire. Voilà. Le Mmh. non à la légalisation à la légalisation est vraiment un refus de classe retraitée, très populaire. Voilà. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'employés ouvriers retraités. Quand vous faites le croisement plus de 65 ans ouvrier, alors là, vous avez un nom qui est assez impressionnant, quoi. Bon, du coup, est-ce Donc intelligent? pareil, juste pour finir, bah, Roussel, il est complètement en dehors du clivage. Bah oui, Donc c'est ça. C'est il ça est qu'il faut complètement voir. idéologique, quoi. Ah Mmh. ouais, d'accord, ouais. Oui d'accord, la meilleure position c'est de se retrouver, au moins entre le oui et le non et puis polarisé vers le oui ou C'est le non. ça, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui. En fait, quand tu es en dehors de la diagonale, tu es dans une position un peu à la con, que personne comprend trop, quoi. C'est ça exactement. Donc ça veut dire que tu es trop réac pour, les classes à qui tu veux parler et donc c'est pour ça qu'ils se prennent cette tempête-là, cette, shitstorm et en même temps, tu es trop progressiste pour, les réacs, qui seraient dans le non, quoi. Tu vois? Tu es Bah oui, trop, oui. bourgeois, pour les réacs qui seraient dans le non. Donc tu Ouais, capitalises parce sur que rien tu du vois, tout. la meuf là, Léna Rau, il y avait Alice Cordier qui était venue dans les commentaires la soutenir, tu vois. Sauf Ouais. qu'Alice Cordier, elle votera pas Roussel en fait, tu vois. Ah mais elle va Donc, voter Zemmour et bah ils oui, elle sont va dans le voter même Zemmour. espace électoral. Et ben Voilà. exactement, parce qu'en fait, ils sont matrixés par les mêmes trucs, sauf que bah, il y en a un qui a un programme de gauche, qui derrière ça a quelque chose de social et tout. Et donc ça n'a aucun sens, son positionnement ici n'a aucun sens, quoi. Ils ont aucun sens, c'est juste le sens minoritaire de parler à la place de la société. Mais une société qui, globalement, entre le oui et le non, ne se distribue pas du tout chez eux, quoi. Mmh. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils font des petits scores. Mais ça, c'est Moi, je aussi une explication de tous les gens qui sont en dehors de ces clivages-là. Ça veut dire que, par exemple, si demain vous mettez, si la présidentielle se fait sur cette question-là, et Roussel et Zemmour feront des scores minables. Parce que ils ne sont pas du tout polarisés correctement en termes de composition sur le sujet. Voilà. mmh. Mmh. Et du coup, moi, je vais poser une toute dernière question rhétorique à tous les camarades de gauche, hein, qui pourraient, être tentés par ce discours qui en plus, je suis désolée, mais c'est un discours un peu feignant intellectuellement, en Ouais, réalité. De se dire: «Voilà, la drogue, c'est mal et donc en fait, il faut une société sans drogue». Bon, OK, La on pauvreté, n'a c'est pas dit mal aussi, il faut oui, voilà, l'interdire. quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
En plus, en caricaturant, en caricaturant les positions pro-légalisation, je pense que vous avez bien compris que moi, je suis pas là à dire: «Alors la légalisation, ça règle tout, comme ça après quand c'est légal, les gens ils sont pas addicts et le cannabis, c'est trop super». C'est pas ça mon discours. Par contre, encore une fois, ce que je dis, c'est le consensus, international en addictologie, depuis maintenant, plus de 20 ans. Hem Et donc c'est feignant intellectuellement et vraie question, quand vous vous retrouvez à vous faire soutenir, par des militantes identitaires d'extrême droite, et à taper sur la gueule, des camarades à gauche, ne pensez-vous pas que vous faites un tout petit peu fausse route? Voilà ma question. Ouais, 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 je suis d'accord. Bon, en tout Pareil. cas, cet épisode aura encore prouvé la supériorité du graphique. Oui. Ça nous a permis de parler plein de trucs, de santé publique, de Kluskar, de Gramsci, donc c'est cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'avez rien compris au graphique, à aller voir les différentes vidéos explicatives sur le graphique que je vous mets dans un lien en description, dans des liens en description, et puis que je fais aussi une playlist sur le graphique. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. N'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Twitter-Zoé-, et à celui de Position Revue, Position au pluriel revue. Et puis, allez voir aussi sur le site de Position Revue leur dernier numéro, l'Empire masculin. Et puis, Yes. n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Et sur ce, je vous dis à plus. Salut. À plus tout le monde, salut!